Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode une icône du combat féminin africain, mais aussi une icône et un symbole du mouvement et le souhait que tous les Africains émettent, qui est celui de voir leur continent se développer et marcher vers des niveaux d'intégration de leur économie, d'intégration de leur industrie, qui puissent donner les moyens d'un décollage économique réel. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Chicot. Bonjour, madame. Bonjour. Je rappelle qu'elle est fondatrice d'une très grande industrie mécanique et de maintenance au Cameroun, c'est-à-dire la base stratégique pour toutes les autres industries qui peuvent être intégrées dans le schéma de développement de son pays, voire servir d'exemple à tous les pays africains. Donc, moi, je ne vais pas m'arrêter uniquement à l'aspect que c'est une femme, parce que c'est quand même un aspect qui est très important en Afrique. On a tendance à penser que les femmes ne sont pas faites pour ce genre de leadership, mais comme ça a été pas mal traité dans les autres médias, moi j'aimerais bien ouvrir un autre débat qui est celui de montrer comment Madame Chicot, en partant de rien, mais en regardant grand, est arrivée à s'imposer comme un vrai capitaine d'industrie, visionnaire et courageusement entreprenante dans son pays. Donc, première question, Madame Chicot, c'est les pays africains, tout comme le vôtre, le Cameroun, depuis les années de l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore, même s'il y a des essais ça et là, n'ont pas encore réussi à décoller vraiment économiquement et industriellement leurs économies. Donc, à votre avis, c'est quoi le problème? Déjà, je pense que le problème est, je vais le diviser en deux parties. D'abord, on a fait, après les indépendances, on a fait des pays africains des consommateurs. C'est-à-dire, ils font juste du trading, ils achètent pour revendre, vraiment juste des consommateurs. Et au meilleur des cas, ils apportaient leurs industries et ils les posaient dans nos pays et ils disaient, voilà, vous êtes industrialisés. Ça, c'est la première phase. Alors, dans le deuxième cas, c'est qu'on a un peu endoctriné ceux qui étaient là pour prendre des décisions aussi bien économiques qu'industrielles. On les a endoctrinés en leur disant c'est la politique qui est le facteur qui va permettre aux pays africains de décoller. Eh bien, moi, j'ai dit, je m'inscris en faux. J'ai dit non. Non, parce que c'est l'industrie, parce qu'il faut dire que, déjà, il faut qu'on se mette d'accord, c'est que les pays africains ont la chance d'avoir les terres, toutes formes de matières premières, tout prend chez nous. Nous avons du soleil, nous avons tout ce qu'il faut. Et ce que nous avons de moins bien, c'est les politiciens. Pourquoi? Parce que les industriels ne se sont pas... Déjà, il n'y a pas beaucoup d'industriels. Quand vous voulez lancer une industrie, on vous dit ben, c'est très compliqué, vous n'allez pas y arriver. Moi, je suis arrivée en 2003, j'ai lancé mon entreprise. Elle a tout de suite pris. Et aujourd'hui, ma foi, c'est nous qui tenons toute l'industrie du Cameroun en matière de maintenance. Parce qu'il faut savoir que quand ils posent ces industries chez nous, ils ne forment pas, à l'époque, ils ne forment pas les Africains au poste de transformation. Voilà, on les met, c'est des petites mains. Et là, je vais parler d'un cas que je connais particulièrement, le Cameroun. Nous sommes arrivés à un stade de notre développement où on a dit non, il faut camerouniser les cadres. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait d'abord? À chaque expatrié, on lui adjoignait un Africain. Parce que c'est pas normal, ils ont appris, ils sont allés, ils sont des ingénieurs, ils reviennent, vous en faites des petites mains. Non. On a fait donc la camerounisation des cadres. Bon, mais maintenant, les Africains ont encore du mal à comprendre que
le décollage commence par la terre. C'est-à-dire qu'il faut commencer par cultiver quelque chose ou alors prendre ce qu'on a sous la terre et le plus important, c'est de le transformer chez nous, par nous-mêmes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a nous-mêmes, notre génération, même au niveau du goût, on nous a complètement traumatisés. Nous avons aujourd'hui, quand on veut manger quelque chose, un mets africain, on a l'impression, on a honte, on a l'impression que non, c'est pas bon, c'est ce qui vient de l'autre côté qui est bon. Mais non, c'est pas possible. Il faut que les pays africains comprennent que, prendre des industries de l'extérieur, venir les déposer dans nos pays, c'est-à-dire qu'il est en main. Voilà. Qu'il est en main, juste les ramener, ce qu'on appelle multinational. Je mets le doigt vraiment dans la chose, c'est ce qu'on appelle multinational. Ce n'est pas une industrialisation. C'est pas une industrialisation. J'ai l'habitude de dire ça aux gens. Je pense que j'avais dit ça à Addis Abeba. On a un facteur qui est en train de reprendre comme il y a 60 ans. Et je vois beaucoup d'Africains qui regardent par là. On me donne un exemple, le Rwanda et tout. Je leur ai dit, mais non, vous n'avez rien compris. Le Rwanda est au stade où nous étions il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'on est venu, on vient avec des industries, on les pose chez eux. Mais demain, quand ils vont partir, parce que vous avez dit non à quelque chose, forcément, vous n'allez pas vous entendre à un moment. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, OK, nous, on s'en va, et on vous laisse tout, mais ils ne feront rien de tout ce qu'on leur aura laissé. Ils ne feront rien. Il faut que tout le monde comprenne ce qu'on appelle industrialisation. Ça, c'est un phénomène. Mais il faut qu'on... Parce que quand je vois, parfois on dit, oui, le Cameroun a été le fleuron de l'industrie africaine. Mais de quelle industrie parle-t-on en Afrique? Bon, moi, j'ai une entreprise qui fait dans la fabrication mécanique, la maintenance industrielle. Je dois acheter ma matière première ici, en Europe. Je dois acheter l'outillage en Europe. Je dois acheter les machines en Europe. Mais au moins, on n'importe plus les pièces importantes. Dans les produits finis. Voilà. Je rappelle que Mme Chico est à la tête d'une industrie extrêmement importante et sensible, qui est celle de fournir les pièces de haute précision à toute l'industrie camerounaise, notamment pétrolière, gazière, mécanique et autres. L'agroalimentaire, l'aluminium. Et quand je vois ça, aujourd'hui, on importe moins. C'est-à-dire que j'ai réussi quand même à faire diviser les budgets de maintenance et d'importation de pièces par 4. Tu te rends compte? C'est quand même quelque chose de très important parce que c'est là qu'on peut commencer à parler d'industrialisation. Et beaucoup de gens n'ont pas compris que c'était le secteur qu'on présentait au départ, le secteur clé, sans lequel les autres ne peuvent pas exister. C'est le secteur clé. On a ce secteur-là et on a le secteur de l'énergie. Sans ces deux secteurs, les autres ne peuvent pas exister. Absolument. Il est temps que les Africains comprennent d'abord le terme industrialisation, par où ça commence, où on veut aller, comment il faut y aller. D'accord. Donc, le problème... je crois qu'il se pose dans tous les pays africains, c'est celui de faire un bilan ou un audit de tout ce qui peut être transformé dans le pays, avoir le plan de développement par étapes et puis avoir le savoir-faire humain, le savoir-faire humain africain qui va entreprendre le changement. D'accord. Donc, allons un peu en détail concernant l'économie camerounaise, que vous connaissez très bien. Est-ce que le franc CFA, donc, qui est le franc des colonies françaises d'Afrique, est-ce qu'il facilite la tâche, justement, aux entrepreneurs africains pour développer leurs projets, ou c'est un obstacle? Parce que, comme tout industriel,
il y a deux choses qui forment son tachymètre, comme le tachymètre de l'avion, c'est le taux d'intérêt et le taux de change. Alors, le franc CFA, il faut dire, j'aime bien quand là, il est dit, parce que beaucoup de gens, quand ils entendent franc CFA, ils n'ont même pas compris exactement ce que c'est. Voilà. Est-ce que nous sommes encore à la période de colonisation? Je pense que c'est ça, d'abord, le message qu'ils ont voulu nous donner en créant le franc CFA. Ça veut dire que vous allez rester colonisé pendant tout le temps que nous voudrons. Mais, et ça ne facilite absolument rien. Parce qu'un franc qui ne vaut rien, qui est adossé sur une autre monnaie qui change de temps en temps, parce qu'il faut dire qu'on a déjà eu plusieurs dévaluations, et ça veut dire qu'à chaque fois, c'est nous qui faisons les frais. Sauf que ce franc CFA est adossé sur quoi? Il est adossé sur notre or, qui est à Paris, qui est la garantie. C'est ce qui nous ont fait croire que c'est la garantie pour que leurs francs à eux nous servent pour les taux de change. Alors, moi je dis, il faudra à un moment donné que les Africains prennent une décision. Il faut qu'on la prenne. On va souffrir un peu, mais on va y arriver parce que l'or qu'ils ont gardé chez eux, là, mais on peut s'en passer parce qu'on en a encore. On en a encore. Donc on peut repartir dans des industries d'extraction, mais maintenant par nous-mêmes, et commencer d'abord le change en or, comme le président Poutine l'a fait l'autre jour, il l'a dit. Ça veut dire qu'on peut, à l'international, commencer à travailler d'abord par le change en or, mais cette fois-ci, nous ne voulons plus de garant. Il ne nous faut pas de garant, parce que c'est de la fausse garantie. C'est que disons qu'en fait, cette garantie leur sert à eux. Parce que quand ils veulent prendre de l'argent, ils utilisent la même garantie qui est donnée par nous depuis 60 ans. Faut quand même que ça change à un moment donné. Le Nigeria, il a changé, ils ont souffert un peu. Mais aujourd'hui, quand même, ils sont fiers, ils peuvent dire, c'est notre monnaie. On l'appelle monnaie de singe, d'accord, mais elle nous permet quand même de faire des choses. Alors, espérons que... c'est pour ça que moi je dis toujours que le politique n'est pas... C'est pas le politique qui va faire changer les choses. C'est pas le politicien qui achète la matière première pour moi. Non, c'est pas lui. Ils ont déjà du mal à décider de comment on doit avancer. Alors, comment est-ce qu'ils vont pouvoir décider de la manière dont je dois acheter? Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir... on a le choix. On est au carrefour, on choisit Swift, Spift, on va voir qui va gagner, qui a le plus à gagner, le plus à perdre. C'est pas nous. Et c'est cette peur-là. Il faut que les jeunes, moi je parle plus, généralement j'aime parler aux jeunes et aux femmes. Parce que ce qui va rester, c'est à eux. C'est les femmes qui sont plus dans même la transformation. Par exemple, je vais prendre le Cameroun, le Togo, dans tous les pays africains, la petite transformation, c'est les femmes ou les jeunes. Alors, est-ce qu'on va continuer à leur laisser cette colonisation tout en leur disant « vous êtes libres » Non. Non, il faut d'abord qu'on se sépare de cette chose. Moi, j'appelle ça cette chose abominable qu'est le franc CFA. Donc, juste pour nos auditeurs qui ne connaissent pas un peu ce problème, je fais juste un tout petit résumé. Enfin, le franc CFA, c'est la monnaie que la France a imposée après la décolonisation. Il y a 2 francs pour les 14 pays de la CEDEAO. Donc, 1 franc pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, 1 franc pour les pays de l'Afrique de l'Est. Ils ne sont pas convertibles entre eux. Et jusqu'à aujourd'hui, les pays africains sont obligés de déposer 50% de leurs avoirs en devises à la Banque centrale française ou dans un compte qui est géré par la Banque centrale française. Et c'est en contrepartie de ces dépôts, ou dépôts en or, que la France imprime le franc CFA. Et comme Mme Chico vient de l'expliquer, le franc CFA, il est adossé à l'euro, c'est-à-dire, comme actuellement, on le voit, le problème de l'inflation. De l'inflation, c'est les Africains, ils vont le prendre en pleine figure,
Parce qu'une fois que l'euro est dévalué, le franc CFA est automatiquement, voire mécaniquement dévalué. Et je vous rappelle que 1 euro vaut plus de 650 francs CFA. Oui, 655,7 francs. Ouais. Voilà. D'accord. Pour le Cameroun encore, donc c'est un pays gazier, c'est un pays pétrolier. Je crois qu'avec la conjoncture actuelle, il peut bien profiter, au moins financièrement. Financièrement, s'il n'importe pas beaucoup de l'extérieur, au moins financièrement, pour augmenter un peu ses réserves. Donc, est-ce qu'il y a une politique de financement et d'aide aux entrepreneurs pour justement aller en force dans une dynamique de développement en marche forcée pour... Non. Disons que il y a quelques années, il y a environ 30 ans, cette politique avait été mise sur pied, la politique des champions. On avait compris qu'il fallait absolument créer d'autres entreprises à côté des multinationales. Bon, maintenant, nous sommes en 84, on a fait un premier essai de faire un plan directeur d'industrialisation. Ça a été un échec total. Il n'a même pas émergé. Ils l'ont tué dans l'œuf. Et depuis pratiquement 8 ans, moi j'ai commencé à travailler avec les ministres de l'Industrie le plan directeur d'industrialisation. Au jour d'aujourd'hui, on a un pays qui a quand même de forts potentiels, parce que ce n'est pas seulement gazier, minier et puis pétrolier, il est minier. Il est minier également. Et il est le centre de plusieurs autres pays qui sont tout autour, qui ont besoin de nous. C'est le nourricier, en même temps, depuis pratiquement 50 ans. Alors, de tous les pays... De tous les pays de la sous-région. Et comme j'ai l'habitude de leur dire, nous, dans la sous-région, en tant que nourriciers, nous n'avons pas besoin de ISO ou autre. Non, on échange nos... voilà. Mais, alors, comment est-ce que on peut nous dire aujourd'hui que, voilà, vous avez du gaz, mais votre gaz, quand même, il a des problèmes. Bon, d'accord, on est obligé de dire oui parce qu'on n'a pas une base de calcul technique, la technologie. On n'a pas la technologie pour calculer ce qu'on est en train de nous dire. On nous dit notre pétrole, vous avez beaucoup de pétrole, d'accord, mais il est trop lourd, votre pétrole, donc il faut l'envoyer chez le voisin. Et on dit au voisin, mais ton pétrole, il est léger, il est vraiment léger. Il faut l'envoyer au Cameroun. Ben, entre les deux, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne connaît pas la quantité qu'on a. On a les données, mais on n'a pas le logiciel pour essayer de décoder un peu ce qu'on a. Alors, quand c'est Paris qui est obligé de vous dire, ils vous disent, ben voilà, vous avez, il vous reste 30 barils dans tel puits, et puis, il y a quelques temps, il s'est produit un petit phénomène qui est devenu important. Total s'en va, parce que les puits sont secs. Ils revendent les puits à Perenco. Perenco qui reprend les puits, bah, cette année-là, c'est Perenco qui fait le budget du Cameroun. Alors, il faut m'expliquer. Et moi, je sais comment ça se fait. Pourquoi? Parce que je fabrique les pipes. Et donc, il y a des pipes spéciaux qu'on fabrique qui ont beaucoup de trous. On perce, il y a beaucoup de trous. Et donc, on les remet en force dans le sol. Et on récupère tout le reste de pétrole qui est en fond de cuve. Alors, et on ne peut pas... En fait, Total, après, je pense qu'ils se sont pris les pieds dans, dans leur propre mécanisme. Et aujourd'hui, on va vous dire que, bon, voilà, c'est Perenco. C'est une entreprise avec laquelle je travaille beaucoup. Il faut dire que je travaille sur toutes les plateformes pétrolières qui sont au Cameroun, donc du Sanaga 1 au Sanaga 5. Donc je ne fais pas que fabriquer les pièces, je vais en mer pour les monter avec des équipes, ainsi de suite. Donc quand je parle de tous ces problèmes-là, je sais vraiment de quoi je parle, parce que je parle du terrain. Je ne suis pas dans un bureau assise à parler, non, je parle du terrain. Je vous parle vraiment du terrain. Et donc, qu'on arrête un peu
de s'asseoir, de faire des débats à n'en plus finir et qu'on prenne des décisions. Ok, si vous voulez venir travailler désormais au Cameroun, vous venez avec le logiciel que vous déposez chez nous. La SNH, elle est là pour ça. Vous déposez le logiciel à la SNH de telle manière que nous puissions nous-mêmes vous taxer. Vous ne pouvez pas être vous-même juge et parti. Absolument. Mais, alors, il n'y a pas beaucoup de Madame Chicot, parce que moi, sincèrement, quand on est dans les... Parce que nous sommes dans les regroupements de patrons, évidemment, disons qu'on me prend pour une extraterrestre parfois, parce que je dis les choses pour eux, c'est pas possible. Je leur dis, mais non les gars, c'est comme ça que ça doit aller. Absolument. Mais ces messieurs n'ont pas encore compris déjà. On prend le cas du Cameroun, excuse-moi de prendre... J'aime bien prendre des exemples qui montrent aux gens qui nous regardent un peu, on leur laisse un peu l'autocritique après. Au Cameroun, on a le JICAM, le regroupement qui est devenu le plus grand regroupement patronal du Cameroun. Mais avant que le JICAM n'arrive, on avait le Syndusicam. Ça veut dire que nous pouvions entrer au Syndusicam que des industriels. Et là-dedans, on avait de tout. Les multinationales et les nationaux. Parce que les plus grandes entreprises au Cameroun, quand même, sont des entreprises nationales. Alors, c'est une femme qui dirigeait de main de maître, Mme Fonimpe à son âme, de main de maître le Syndusicam quand elle est décédée. Ils ont créé le JICAM. Maintenant, le JICAM a été créé pour les entreprises multinationales, pour régler leurs problèmes. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on nous dise que vous tous les grands patrons, allez au JICAM? Moi, j'ai mes problèmes que, forcément, une multinationale n'a pas. La multinationale, elle veut quoi? Elle veut ne pas avoir de taxes à payer, elle veut qu'on lui donne, je ne sais pas moi, tout gratuitement. Moi, qu'est-ce que je demande? Ben, moi, je demande à l'État, donnez-moi une subvention, pas gratuite, parce que ça aussi, il faut comprendre, donnez-moi une subvention que je vais rembourser. Un financement. Un financement, voilà, que je vais rembourser. Mais il faut, en fait, aidez-moi, vous aider. Mais non, moi, je ne fais pas de politique et je ne suis pas, disons que je fais du politiquement incorrect. Parce que je leur dis exactement... Je ne pense pas que ça soit le politiquement incorrect, parce qu'en réalité, en travaillant un peu l'histoire, un bon politique, pour qu'il ait ce qu'on appelle la détermination stratégique, il ne peut pas l'avoir sans une compréhension profonde de l'économie. C'est l'économie qui est la base et de comment industrialiser, comment éduquer le peuple, comment le préparer. C'est ça la base, et la politique, c'est juste comment prendre la décision. Mais malheureusement, c'est vrai qu'un peu en Afrique, on a beaucoup plus tendance à penser que ce sont ceux qui font les beaux discours, voilà. Alors que l'ordre social ne change pas avec des discours bien applaudis seulement. Et même en regardant les autres pays, en fait, ce sont les industriels qui choisissent les dirigeants. D'accord. Et donc, pour une dernière question, Madame Chicot, vous, en tant que capitaine d'industrie, connaissant très bien les problèmes, vous travaillez dans un secteur stratégique, vous fournissez en pièces de haute précision l'industrie camerounaise. Qu'est-ce que vous attendez du partenaire russe? En quoi voulez-vous que les Russes aident le Cameroun à se développer et comment? Alors, il faut dire que ça fait 15 ans que je suis dans le partenariat Russie-Afrique. Alors, qu'est-ce que moi j'attends? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au point culminant où j'ai été très clair. Ce dont nous avons besoin, c'est de la technologie. C'est de la technologie et pour ce faire, il faut dire une chose, c'est que les Russes ont tout ce que l'Afrique a également, aussi bien en matière d'énergie, d'or, de tout ce qu'on a, de matières premières. Donc, ils n'ont aucun intérêt à venir juste expolier l'Afrique. Mais maintenant, il faut que les Africains comprennent
et arrive à demander exactement ce qu'il faut. Ça veut dire la technologie. C'est tout. Tout notre problème, il est là, la technologie. Et moi, j'ai expliqué, les Russes, ils ont un problème de leur côté aussi, c'est que les pays africains sont gangrénés par les administrations, ce qui est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Alors, moi, je me retrouve dans le milieu, je leur dis, écoutez, comme je connais les deux parties, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire des partenariats en B2B. Ça veut dire que vous, le Russe, vous êtes, par exemple, dans le secteur minier. Vous allez chercher au Cameroun quelqu'un qui est déjà dans le secteur minier, mais qui est tout petit, qui n'a pas, parce qu'il n'a pas les machines qu'il faut, il n'a pas les technologies, mais lui, il a déjà tous les papiers administratifs. Donc, vous faites un partenariat avec lui, ce qui vous évite la partie administrative. Et dans ce partenariat, c'est du win-to-win. Chacun prend sa part à la fin de la journée. Mais là, on est clair, on sait exactement ce qui va où. Et tant qu'on n'aura pas fait cette partie-là, il faut savoir que maintenant, une fois qu'on a traversé cette étape-là, il va nous rester l'étape encore du change. C'est-à-dire du change. C'est-à-dire, le franc CFA, il est adossé, et maintenant, il y a les taux. Les taux. En Russie, ici, c'est 5% sur le prêt. Ça veut dire que même si vous devez le rembourser en 10 ans, c'est 5%. Sauf que le Cameroun, comme un peu tous les pays de la CEMAC, est régi par une structure qui va vous dire, qui est la COBAC, qui vous dit 9% l'an. 9% l'an sur le taux. Ça, c'est ce que la COBAC vous dit. Une fois que c'est arrivé, entre la COBAC à Libreville et la Banque des États d'Afrique centrale à Yaoundé, on prend 6 points. Ou 5 points, selon le change. Donc, on est à 14%. Ben, maintenant, quand ça part de la BIAC pour les banques, ben, et là c'est la catastrophe, parce que c'est chacun qui met ce qu'il veut, et on arrive à des taux entre 22 et 26% l'an. Dites-moi, à ce moment-là, comment est-ce qu'on va y arriver? C'est pas possible, c'est incompatible même avec l'échange avec la Russie. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver le point culminant. Et je pense que c'est là où le président Poutine est aussi en train de travailler, malheureusement avec les chefs d'État et les gouvernements. Mais je pense que peut-être qu'il faut que les industriels parlent entre eux et qu'on trouve le moyen de chanter cette situation, du moins au départ, jusqu'à ce que la bonne solution soit trouvée. Je vous remercie, Madame Chicot. Certainement, ça ne sera pas la dernière fois où je vous recevrai. Je vous fais la proposition tout de suite de revenir dans une autre occasion pour traiter d'un sujet que nous avons évoqué à la va-vite aujourd'hui et l'approfondir. Merci beaucoup de nous avoir honorés par votre présence. Merci, je suis honorée parce que quand on peut expliquer comme ça à l'international les problèmes, je pense que petit à petit, on va y arriver. Ouais, merci beaucoup.